pouvez soit nous le signaler, ou soit vous déconnecter et regarder le replay plus tard. Je crois que j'ai rien oublié dans les consignes. Donc, en ce qui concerne le déroulé, voilà, on est plusieurs personnes de la NBDD présentes pour animer ce webinaire. Il y a moi qui suis chargée de mission sur l'accompagnement au montage de projets. Donc, suite à ce webinaire, si vous avez notamment des projets, vous n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des renseignements complémentaires. Également ma collègue Sophie Lecuy qui sera avec moi pour relayer vos questions dans la deuxième partie du webinaire, et mon collègue Guillaume Salagnac qui nous présentera la partie sur les ABC, et Agatha Podkagos qui est là pour tout ce qui est technique. Donc n'hésitez pas si vous avez des soucis dans le chat. Donc au programme de cet après-midi, tout d'abord je vous propose que nous fassions un petit retour sur l'année 2023 et les projets qui ont été déposés dans le cadre du Fonds vert. Dans une deuxième partie, nous passerons à une présentation des actions du Fonds vert 2024. Alors, uniquement les mesures qui concernent l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité 2030. Donc, avec 3 mesures qui vous seront transmises, qui vous seront présentées par différents intervenants. Sachant que le Fonds vert, en fait, a été, s'est poursuivi suite à son initiation en 2023, mais avec plusieurs modifications, notamment en termes d'éligibilité, etc. Donc, ça nous a paru important de pouvoir refaire un petit point général. Donc, dans cette deuxième partie, vous aurez une petite présentation des généralités, une présentation de la première mesure, mieux connaître et mobiliser pour la biodiversité, avec les atlas de la biodiversité communale, et un petit retour d'expérience sur la ville de Montivilliers. La deuxième mesure, protéger et restaurer les espaces naturels. Et la troisième mesure, réduire les pressions sur la biodiversité de votre territoire. Ensuite, nous passerons à un temps d'échange et de réponse aux questions. Donc, n'hésitez pas. Sachant qu'en ce qui concerne les animateurs ou les intervenants de ce webinaire, on n'aura pas forcément toutes les réponses immédiatement aux questions, mais n'hésitez pas à les poser et on reviendra vers vous plus tard avec les réponses. Donc voilà, et Agatha, si tu peux passer la diapo. En ce qui concerne les intervenants, je vous les ai déjà présentés. Ce sera Agathe Auvray pour l'Office français de la biodiversité, Guillaume Salagnac pour l'Agence normande de la biodiversité et du développement durable, Olga Lefebvre-Pestel et Gwendal Baudilis pour la DREAL Normandie et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Tu peux passer. Donc, on passe à la première partie avec le retour sur l'année 2023 et les projets déposés. Je laisse la parole à Olga. Alors, merci Karine, mais en fait, je vais laisser la parole à Gwendal, puisque en 2023, seule l'AESN, effectivement, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, était instructeur des projets sur cette partie Fonds vert, accompagnement de la stratégie nationale biodiversité. Et donc, Gwendal va vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé l'année dernière. Oui, bonjour à tous, avec grand plaisir. En fait, l'idée, c'était de vous montrer un petit peu ce que le Fonds vert Stratégie nationale biodiversité a pu accompagner en 2023 pour donner un petit peu une vision globale de cet accompagnement Fonds vert. Alors déjà, en 2023, comme vous pouvez le voir, il y a 44 projets qui ont été aidés sur l'entièreté de la Normandie. Donc, 9 projets sur le Calvados, 10 dans l'Eure, 6 dans la Manche, 4 dans l'Orne et 15 dans Seine-Maritime, avec une petite particularité, c'est qu'on a eu beaucoup de dossiers qui étaient des dossiers régionaux ou qui dépassaient les limites d'un département, puisqu'en fait, nous, on a réaffecté à un département l'endroit où le demandeur était localisé, mais on a quand même, comme vous le verrez dans les exemples, beaucoup de dossiers régionaux. Donc, on a accompagné quand même pour 7 321 849 € de subventions dans le cadre du Fonds vert. On a accompagné tout type d'acteurs. On a accompagné donc des collectivités type
type département, on a accompagné des collectivités territoriales, beaucoup du monde associatif, ce qui est logique puisque effectivement c'est des actions biodiversité. On a accompagné des syndicats mixtes, des GIP, donc on a eu un bon échantillonnage des acteurs de biodiversité de la région Normandie en 2023. Quelques exemples de travaux qu'on a pu aider. Par exemple, le groupe ornithologique normand nous avait effectivement sollicité sur les travaux de diversification des milieux pour la faune dans la vallée de l'Or. Donc, on a accompagné à 5 000 €, 20% de subvention. L'association du groupe mammalogique normand, qui a été bien active en 2023, nous avait sollicité sur le plan régional d'action en faveur des chiroptères de Normandie, à la fois pour de l'acquisition foncière, de la conservation et de la restauration d'habitat en faveur des chauves-souris. Donc, on a accompagné 128 593 € et donc à 100%. La particularité parmi l'ensemble des mesures fonds verts de cette mesure SNB, c'est qu'on a eu la capacité d'accompagner jusqu'à 100%. La Maison de la Rivière et du Paysage nous avait sollicité sur un projet très intéressant qui était un plan de conservation de la chouette effraie qui s'appelait Un octambule dans ma stabule. L'idée étant de favoriser l'implantation effectivement de chouettes effraie dans les bâtiments agricoles pour pouvoir effectivement participer, donner le gîte et le couvert à ces rapaces tout en leur permettant effectivement de chasser effectivement les rongeurs qu'on peut retrouver dans les bâtiments d'élevage. Donc 115 000 €, 115 824 €, 93,93% de subvention. L'URCPIE de Normandie avait sollicité le financement du fonds vert dans le cadre d'une campagne sur les éco-gestes en Normandie pour 236 650 €, à nouveau à 100%. Hein. On avait eu des collectivités comme l'Aglo-Seineur dans le département de l'Eure qui avaient sollicité l'aide du fonds vert pour une action de lutte contre les espèces invasives, donc en l'occurrence la renouée du Japon. 53 200 €, 80% de subvention. La LPO nous avait sollicité pour la lutte contre les déchets plastiques dans le milieu marin. Il y avait eu 101 280 € et 80% de subvention. À nouveau, le GMN pour une opération très intéressante qu'ils ont tendance à diffuser maintenant, qui s'appelait Pic en ville. L'idée étant de permettre, avec des propriétaires volontaires, de faire des trous à la cycloche dans les murs ou des espaces dans les grillages pour permettre d'avoir une meilleure perméabilité dans les centres urbains et périurbains pour la petite faune, et notamment au travers d'une espèce un peu emblématique qui est le hérisson, qui effectivement a bénéficié de ces actions avec des très très bons résultats. Il y avait une demande de 178 554 €, à nouveau à 100%. L'association française des arbres champêtres, la FAC, avait sollicité une opération sur les haies, une opération des haies qui effectivement était une opération un petit peu pionnière, très intéressante, pour la gestion durable de la haie en Normandie. On l'avait accompagné à hauteur de 204 070 € et donc 20%, c'était un plan de financement plus large. Hein. Le GIP de l'ANBDD, qui organise le webinaire aujourd'hui, avait repris à son compte une ancienne opération du GMN qui visait à permettre à un réseau d'observateurs de noter les espèces qu'on retrouvait effectivement écrasées sur le bord des routes, qu'on identifiait et qu'on envoyait effectivement pour une bancarisation, à la fois pour une meilleure connaissance de la présence des espèces dans nos campagnes et aussi pour pouvoir bancariser des zones qui étaient particulièrement accidentogènes pour la faune, avec dans l'idée de créer effectivement des secteurs, alors soit des passages à faune sur ces routes. Donc là, il y a une opération en 2023 qui a été aidée qui s'appelle Faune Route Normandie, à l'échelle de toute la Normandie et de toutes les espèces, hein, oiseaux, amphibiens, reptiles, mammifères, pour donc lutter contre la fragmentation des milieux terrestres. 231 060 € aidés à 100%. Le département de l'Eure nous avait sollicité pour un espace naturel sensible, les travaux de restauration de la côte de Fourneau, à hauteur de 22 500 € et 50% de subvention. Le conservatoire d'espace naturel de Normandie nous avait sollicité pour de l'acquisition foncière de zones humides et inondables dans le département de la Manche, 72 390 €, 78%. Et le syndicat mixte de gestion du parc des Boucles Seine-Normande pour des suivis scientifiques, pour la gestion des niveaux d'eau et de la qualité de l'eau du marais Vernier tourbeux. Il y a un gros enjeu de minéralisation de la tourbe du fait de problématiques hydrauliques dans le marais Vernier. Et donc, du coup, ça a contribué à l'acquisition de connaissances, 24 000 €, 80%. Donc, on a mis un échantillonnage. Hein, toutes les actions, bien évidemment, n'y sont pas. Mais ce qu'on voulait, c'est vous montrer un petit peu la diversité des possibles, à la fois en termes d'attributaires des aides, mais aussi de types de travaux, et voire même de capacité et de plan de financement. Vous avez là un échantillonnage de l'année 2023 qui vous montre un petit peu qu'en termes de biodiversité, on a aidé un petit peu tout type de projets, des projets qui sont quand même tout à fait innovants et tout à fait ambitieux. Voilà pour cette partie.
Je pense qu'il s'agit d'une illustration de ce que Gwendal vient de dire. Donc, Gwendal, si tu n'avais rien à ajouter, on peut passer. Non, à part quelques belles photos, non. Agatha, tu peux revenir juste un tout petit peu en arrière. Donc, on passe à la deuxième partie avec la présentation des... encore, Agatha, les diapos précédentes, si tu peux. Encore? Beaucoup. Non, là, tu vas vers la fin. Il faut remonter. Voilà. Vas-y. Donc, on passe à la présentation suivante sur les généralités du Fonds vert 2024. Alors, Agatha, tu peux passer la diapo. Donc, rebonjour à tous et à toutes. Donc, je vais vous donner quelques repères sur le Fonds vert 2024 pour ce qui concerne l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité, puisque c'est bien le thème de notre webinaire aujourd'hui. Alors, pourquoi on l'appelle Fonds vert P113? C'est notre langage budgétaire. Le P113, c'est le programme budgétaire pour toutes les actions paysage, eau et biodiversité. Et donc, à la différence de 2023, où le Fonds vert émergeait dans son intégralité sur un autre budget, cette année, il a été décidé que pour ce qui était de l'accompagnement de la stratégie nationale biodiversité, les fonds accordés dans le cadre du Fonds vert et des opérations à mener pour accompagner cette stratégie repartaient sur un autre programme qui est le programme que certains d'entre vous connaissent, qui est pour une certaine partie délégué au niveau régional, et c'est l'ADREAL qui en assure la gestion. Donc, ce qui avait également pour conséquence de redispatcher un petit peu les responsabilités en fonction des sujets, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, en 2024, qu'est-ce qui est devenu le Fonds vert sur cette partie? Il a été structuré en 3 mesures. Une première mesure qui visait à intégrer au sein du Fonds vert des choses qui étaient bien connues sur les territoires et qu'on appelle les atlas de la biodiversité communale. Et donc, il y avait une première mesure intitulée « Mieux connaître et mobiliser pour la biodiversité ». Une deuxième mesure qui traitait de la protection et de la restauration des espaces naturels, elle-même déclinée en 2 sous-mesures. Une première autour de la mise en place de la stratégie nationale des aires protégées, essentiellement tournée cette année, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, sur les zones de protection forte. Et une deuxième sous-mesure sur la restauration des écosystèmes terrestres et marins dégradés. Et puis, une troisième mesure cette année sur la réduction des pressions sur la biodiversité du territoire, avec la mise en place des actions des plans nationaux d'action pour la conservation et la restauration des espèces menacées, la protection des insectes pollinisateurs. On avait déjà eu cette mesure en 2023, il n'y avait pas eu de dossier déposé sous cet intitulé-là en région Normandie, le rétablissement des continuités écologiques et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Ce que je peux ajouter, c'est que sur ces 3 mesures, et on aura l'occasion de le détailler, nous avons des cahiers d'accompagnement qui sont disponibles sur le site écologie.gouv.fr et qui vous détaillent les objectifs pour chacune de ces 3 mesures et les sous-mesures correspondantes, les projets éligibles, les porteurs de projets éligibles. Vous avez finalement l'ensemble des détails concernant ces 3 mesures. Diapo suivante. Donc, au niveau de la Normandie, le pilotage de cette partie du Fonds vert, mais plus généralement de l'intégralité du Fonds vert avec l'ensemble des autres mesures, est assuré par les services rattachés au préfet de région.
avec évidemment l'appui pour un certain nombre de mesures, y compris pour l'accompagnement de la partie stratégie nationale biodiversité des préfets de département, qui sont aussi avec les DDT là pour apporter les informations nécessaires sur la déclinaison du fonds vert. Et au regard des 3 mesures dont je viens de vous parler, on a un réseau de référents constitué de 3 entités. Donc, on aura pour la première mesure l'OFB, puisque l'OFB conserve la maîtrise de la partie on est passé un peu vite. Voilà, ça va se stabiliser, merci. Donc, l'OFB conserve l'instruction de la première mesure qui concerne les atlas de la biodiversité. Et ensuite, la DREAL, donc mon service, le service ressources naturelles et l'agence de l'eau vont être amenés à instruire, selon une répartition qu'on va vous détailler tout à l'heure, les 2 autres mesures. On peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc on va retrouver là les 3 mesures avec les services instructeurs. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la mesure 1, mieux connaître et mobiliser pour la biodiversité avec les atlas de biodiversité communale, les dossiers sont instruits par l'OFB. Et les 2 autres mesures, mesure 2 et mesure 3, l'État instruit, et donc l'ADREAL instruit tout ce qui concerne les aires protégées, donc la sous-mesure qu'on appelle 2.1, et également la mesure 3.1 sur les PNA. L'agence de l'eau, alors là, on a mentionné l'agence de l'eau Seine-Normandie, mais selon le territoire, ça peut être aussi l'agence de l'eau Loire-Bretagne, même si le territoire concerné est un tout petit peu plus petit, vont instruire, puisqu'on a affaire aux 2 agences de l'eau. D'une part, la sous-mesure sur la restauration des écosystèmes terrestres et marins dégradés, et d'autre part, les 3 autres sous-mesures que sont celles sur les pollinisateurs, le rétablissement des continuités écologiques et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Concernant les taux de financement, les taux de financement, on est sur la politique que l'on avait adoptée l'année dernière et que vous retrouverez mentionnée pour la Normandie dans le dispositif aide territoire, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les collectivités, je suis un peu caricaturale, mais c'est comme ça que ça se passe, tout ce qui concerne les collectivités, sauf exception particulière, on va être sur du 80-20, donc un financement fonds vert qui peut monter jusqu'à 80% et un apport nécessaire de 20%. Pour le tissu associatif, comme l'année dernière, en fonction des plans de financement et de l'ambition des projets, on peut être amené à financer jusqu'à 100% des projets. Donc, je pense qu'on va passer à la partie Atlas de la biodiversité communale. Donc, on va passer la parole à Agathe. Exactement. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, Agathe, chargée de mission à l'Office français de la biodiversité à la direction régionale de Normandie. Donc, je vais vous présenter la mesure mieux connaître les diapos. Je vais vous présenter la mesure mieux connaître et mobiliser pour la biodiversité, donc les atlas de la biodiversité communale, qui vient d'intégrer le fonds vert depuis cette année. Et les ABC, ça n'a pas du tout changé. Il y a vraiment 3 axes, connaître et mobiliser, préserver et valoriser, et un plan de gestion de l'ABC. Les objectifs de l'ABC, c'est donc mieux connaître la biodiversité sur votre territoire et en identifier les enjeux, sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs, mais aussi les citoyens, les scolaires, vraiment essayer de viser une majorité d'acteurs, faciliter la prise en compte de la biodiversité dans les politiques publiques, donc notamment le PLU, PLUI, des cartographier donc la connaissance
que vous aurez pu, à l'issue des inventaires, l'objectif, c'est d'utiliser la donnée et de cartographier les enjeux de biodiversité, par exemple la trame verte et bleue. Et une fois que vous aurez ces cartographies, l'idée sera de tirer un plan d'action pour mettre en place. Donc ensuite, parmi les actions éligibles, diagnostic écologique, inventaire naturaliste, donc de la prestation, par exemple, le financement d'associations, bureau d'études, réalisation, donc bien sûr, des cartographies, toutes les actions ou les sorties afin de sensibiliser et mobiliser le grand public, les outils de communication, flyers, panneaux pédagogiques, par exemple, à la réalisation du plan d'action et toutes les actions qui peuvent être en lien avec le projet. Donc voilà, l'objectif des ABC, c'est vraiment ces 3 axes-là, connaître, mobiliser, préserver et valoriser afin d'aboutir à un action. Pour ce faire, vous pouvez faire soit appel à un bureau d'études, aux associations naturalistes, pardon, qui peuvent vous aider donc à construire votre projet. Pour déposer votre projet sur le verre, il y a 2 documents vraiment importants. Donc la fiche projet, qui est une trame en idée avec toutes les choses qu'on va vous demander dans l'ABC, donc par quels inventaires vous allez faire. Il faut au minimum 3 taxons, dont la botanique, donc par exemple la flore, donc par exemple flore, avifaune, chiroptère. C'est le minimum. Vous pouvez bien sûr aller inventorier d'autres espèces sans problème. Ensuite, on va vous demander un peu les cartographies que vous allez vouloir réaliser, dans quel but et pourquoi, en fonction de votre territoire également. Et enfin, les actions de mobilisation que vous avez prises dans le cadre de l'ABC. Donc, quel public ciblé, les agents techniques, le grand public, les scolaires. Donc, voilà ce qu'on attend dans le dossier. Nous, on peut vous aider et vous orienter et relire avec vous votre projet. Par contre, vous êtes dans la rédaction. Dans ce cas-là, il faut faire appel à soit des structures type CPIE, bureau d'études. Voilà, ce type de structure vous aide à la rédaction. Après, le deuxième document, donc c'est une fiche financière dans laquelle il faut un peu mettre les prestations que vous allez avoir et toutes les dépenses liées au projet. Donc voilà, à peu près. Et je laisse la parole à Guillaume qui va vous montrer un exemple d'ABC. Oui, bonjour, merci Agathe. Donc oui, je suis Guillaume Salagnac, chargé de mission biodiversité à la NBDD. Et donc je vais vous faire un rapide retour sur l'Atlas de la biodiversité communale qui a été mis en œuvre sur le territoire de Montivilliers. Alors pourquoi celui-ci? Il y a plein d'autres ABC qui ont été réalisés sur le territoire normand et qui sont très bien. Celui-ci parce que, comme l'a présenté Agathe, il a contribué à mobiliser notamment les habitants du territoire avec un assez fort taux de participation aux différents événements qui étaient proposés, mais également parce que, comme j'ai eu l'occasion de le montrer, cet atlas a permis, en tout cas le calendrier de l'atlas concordait avec la révision notamment du document d'urbanisme intercommunal, ce qui a permis l'intégration d'un certain nombre d'enjeux dans le document d'urbanisme. Agathe, diapo suivante, s'il te plaît. Donc, quelques éléments de contexte concernant Montivilliers. Donc, il s'agit de la deuxième commune de la communauté urbaine du Havre Seine Métropole, donc avec notamment un peu moins de 16 000 habitants. Étant situé en périphérie immédiate du Havre, donc c'est un territoire caractérisé notamment par une pression foncière assez forte. Et concernant la façon dont se présente le territoire, donc il est notamment caractérisé par une vallée dans laquelle coule la Lézarde. Et donc dans cette vallée, on a des territoires assez fortement artificialisés, avec notamment la présence d'une grosse zone commerciale, mais également la présence résiduelle de milieux naturels. Et puis de part et d'autre, sur les plateaux également des zones peut-être en tout cas plus agricoles. Diapo suivante, s'il te plaît, Agatha. Concernant d'autres éléments de contexte, mais là, cela plus politique, dès 2020, donc la ville de Montivilliers a souhaité s'engager dans une démarche de transition écologique de son territoire, avec notamment comme objectif la préservation et la restauration des écosystèmes, mais également l'amélioration de la gestion de ces écosystèmes en faveur de la biodiversité.
Et puis, en parallèle, la collectivité a souhaité matérialiser son engagement en faveur de la biodiversité dès 2020 au travers du dispositif Territoire engagé pour la nature, qui est un dispositif qui a pour vocation d'attribuer une reconnaissance à des collectivités qui s'engagent à mettre en œuvre un plan d'action en faveur de la biodiversité. Malgré tout cela, voilà, la collectivité a ressenti le besoin pour mieux structurer ses actions, de s'engager dans un diagnostic de son territoire. Et donc, ce diagnostic, il a été réalisé par l'intermédiaire donc de la réalisation d'un atlas de la biodiversité communale. Donc, concernant cet ABC plus précisément, et donc la collectivité a répondu à l'appel à projet de l'OFB sur les ABC, qui à l'époque n'était pas encore fondu dans le fonds vert, puisque en 2021, fin 2021, le fonds vert n'existait pas encore. Donc cet ABC s'est réalisé sur 2 ans, entre 2022 et 2023. Et donc les principaux objectifs, comme ça a été précisé par Agathe, c'était évidemment d'améliorer la connaissance de la commune sur l'état de la biodiversité sur son territoire, mais également de mobiliser au maximum les différents acteurs du territoire sur les enjeux liés à la biodiversité, valoriser également les espaces de nature du territoire. Et puis, un autre objectif, c'était à la fin de cet ABC de pouvoir réaliser un plan d'action qui permettra ensuite à la collectivité, une fois que l'ABC sera terminé, d'agir, de prendre en compte les enjeux de biodiversité et d'agir en faveur de la biodiversité. Autre point à signaler, c'est que cet ABC, il a mobilisé également pendant toute sa durée une chargée de mission, alors pas à plein temps évidemment, mais en tout cas une chargée de mission en interne pour le suivi et la coordination de cet ABC. Et concernant l'aspect financement, le coût d'un ABC, il est forcément variable en fonction de la collectivité sur laquelle il se déploie. Le coût ne sera pas le même si l'ABC se met en œuvre sur un village ou sur une intercommunalité, une grosse ville par exemple. Concernant Montivilliers, voilà, le coût prévisionnel de l'ABC, il était de 39 000 € et la prise en charge par l'OFB donc était à 80%. Voilà, donc un montant équivalent à 31 200 €. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc concernant les inventaires naturalistes qui ont été menés dans le cadre de l'ABC, donc ça s'est fait en 2 temps. Il y a une première étape qui a consisté tout d'abord à recenser les différentes données naturalistes qui étaient déjà répertoriées sur le territoire, qui permet de faire un premier état des lieux et de voir s'il y a des lacunes, par exemple, sur certains groupes taxonomiques. Et donc, sur la base de ce premier recensement, ça permet ensuite de définir un certain nombre d'inventaires complémentaires. Concernant la ville de Montivilliers, les inventaires complémentaires se sont concentrés sur la flore. Donc ça, c'est un élément incontournable dans tout ABC. Les inventaires flore, il faut les faire. Et puis complétés par des inventaires sur les amphibiens, les oiseaux et les papillons. Donc ces inventaires, ils ont été confiés donc à des structures naturalistes. Vous voyez là les logos. Donc c'était la LPO, le Conservatoire d'espaces naturels de Normandie, et l'Observatoire batraco-herpétologique de Normandie. Quelques résultats concernant ces inventaires. Ça allait un petit peu vite, Agatha, excuse-moi. Quelques résultats concernant ces inventaires. On voit par exemple que sur la flore, avant la mise en place de l'ABC, 226 espèces étaient répertoriées suite à l'inventaire. Voilà, on arrive à un nombre de 478 espèces recensées en ce qui concerne la flore. Donc, dans ces inventaires, évidemment, tout type d'espèces sont recensées, des espèces, on va dire, de la biodiversité commune, mais également des espèces plus patrimoniales. Et puis, ces inventaires ont également permis de définir un certain nombre de secteurs à enjeu, de zones à enjeu, qui seront donc à prendre en compte ensuite par la collectivité dans sa façon d'aménager le territoire. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, sur le volet mobilisation des acteurs du territoire, la collectivité s'est fait accompagner par une structure naturaliste locale, Aquaco, pour définir un plan, une stratégie de mobilisation des acteurs du territoire. Et donc, ces acteurs du territoire, qu'il s'agisse des habitants, mais aussi les élus, les agents, les entreprises, par exemple, les associations locales, ont été mobilisés au travers de différents types d'événements. Par exemple, un événement convivial de lancement de l'ABC, qui a pour vocation d'informer le public sur la mise en œuvre de cet ABC, d'expliquer en quoi ça va consister, et puis également les inciter à s'engager dans cet ABC.
Des événements tels que des rendez-vous biodiversité, c'est comme ça qu'ils ont été nommés, donc qui consistaient en fait à une programmation de sorties nature à hauteur d'une fois par mois. Et donc ces sorties nature ont rencontré un fort succès puisqu'elles étaient complètes à chaque fois. Donc ça, c'était intéressant. Sur le volet mobilisation, l'objectif a été plutôt atteint. Une communication au travers de différents types de supports tels que des newsletters, des articles sur la page web de la ville, dans le magazine communal, sur les réseaux sociaux. Et puis également, ça aussi c'est important, un événement de clôture qui permet de clôturer l'ABC, donc qui a pris la forme d'un événement sur 2 jours intitulé les 24 heures dans la nature, pardon, où là à nouveau des sorties nature ont été proposées, un troc plante, mais également des moments spécifiques consacrés à la présentation des résultats de l'ABC sous forme de conférences, de diffusion de posters, d'affiches, d'expos, de cartes postales. Voilà, vraiment dans le but de montrer concrètement à quoi servit cet ABC sur le territoire. Diapo suivante. Et donc, la phase finale, et donc c'est là aussi où cet ABC était intéressant, c'est que faire un ABC, c'est bien, mais la finalité, c'est aussi de pouvoir tracer des perspectives pour l'avenir et agir en faveur de la biodiversité. Et donc, la collectivité a été assez regardante sur cet aspect-là, puisqu'elle s'est entourée d'une structure, en l'occurrence Biodivaction, qui l'a donc à la fois accompagné dans le travail d'interprétation des résultats, d'analyse des résultats, de production d'un certain nombre de documents tels que des cartographies de synthèse qui permettent de mettre en avant les zones à enjeu, mettre en évidence la trame verte et bleue, les éléments, les corridors à restaurer, à conserver. Comme je l'ai dit, donc ce travail de restitution de résultats a été intégré également dans le PLUI, par l'intermédiaire d'un travail en collaboration avec la CI du Havre. Et puis également tout un travail de concertation suite à l'ABC, à la fois avec les élus, les agents et aussi les habitants du territoire qui étaient volontaires, pour réfléchir justement sur les actions à mettre en place à la suite de l'ABC. Donc ça a pris la forme de réunions, tout simplement, mais aussi de déambulations sur le terrain où voilà, les personnes concernées sont allées directement sur le terrain pour observer les zones à enjeu qui avaient été identifiées et faire des propositions d'aménagement ou de préservation de ces espaces. Donc tout ce travail a donné lieu à un plan d'action biodiversité qui est décliné en 5 axes que vous voyez sur la diapo. Je ne vais pas les lire parce que ça va être un petit peu long. Donc décliné en 5 axes et répertoriant 50 actions du coup à mettre en place concrètement pour agir en faveur de la biodiversité sur le territoire de Montilly. Et puis, dernier point à signaler, c'est que la collectivité s'est appuyée sur les résultats de son ABC pour construire son nouveau plan d'action, également territoire engagé pour la nature, puisque le précédent cycle de reconnaissance arrivait à terme au bout des 3 ans, et que donc la collectivité s'est appuyée sur les résultats pour construire son nouveau plan d'action territoire engagé pour la nature. Donc, en conclusion, cet ABC, c'était vraiment un élément moteur pour faire de la biodiversité vraiment un enjeu, un sujet phare pendant les 2 années pendant lesquelles s'est mis en place l'ABC. C'était un élément assez fortement mobilisateur des différents acteurs du territoire et également a permis une exploitation des résultats pour réellement mettre en place un plan d'action pour l'avenir. Ouais. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et sinon, on passe à la aux 2e et 3e mesures, donc avec Olga et Gwendal. Merci, Karine. Juste quelques mots quand même sur les ABC. Hein. Aujourd'hui, nous avons reçu 5 dossiers sur les ABC dans le cadre du Fonds Vert, ce qui n'est quand même pas beaucoup. Donc, s'il y a des collectivités, qui sont intéressées, il ne faut pas hésiter à contacter Agathe pour tous les détails qui seraient nécessaires. Et je rappelle que d'une manière générale, au regard des questions qui commencent à être posées dans le chat, on ne prend en charge les dossiers d'un point de vue financier que par rapport toujours à une règle assez commune, hein, qui est d'avoir reçu l'accusé de réception du dépôt du dossier
pour commencer à pouvoir les financer et les étudier. C'est-à-dire que des dossiers qui auraient été déjà montés et déjà préalablement financés, on ne les finance pas a posteriori. Donc voilà, il faut d'abord déposer son dossier. Après, on peut commencer assez tôt après le dépôt du dossier, mais il ne faut pas prendre les choses dans le sens inverse. Mais on pourra revenir là-dessus tout à l'heure si vous le souhaitez. Sur la partie 2, donc si on peut passer à la diapo d'après. Voilà, donc sur la mesure de protéger et restaurer les espaces naturels, donc il y a une première partie, comme je vous le disais tout à l'heure, qui était la mise en place de la stratégie nationale pour les aires protégées, qui l'année dernière était assez largement ouverte à tout type d'aires protégées et qui a volontairement été réduite aux zones de protection forte. Je rappelle qu'en ce qui concerne les zones de protection forte en Normandie, on est plutôt sur les réserves naturelles nationales ou régionales. On est aussi sur tout ce qui concerne les arrêtés de protection, arrêtés de protection de biotopes, arrêtés de protection habitat naturel, arrêtés de protection de géotopes. Mais on peut aussi être dans des zones de protection forte au cas par cas, si par exemple on souhaitait faire une zone de protection forte, on achète un terrain et finalement on va mettre dessus une ORE, donc ORE voulant dire obligation réelle environnementale, donc c'est un contrat chez le notaire et pour assurer finalement la protection et la gestion de la parcelle ou du territoire concerné sur du long terme. Donc, l'objectif cette année, sous cette mesure dite SNAP, c'est vraiment de contribuer à l'objectif national de pouvoir mettre en zone de protection forte 10% du territoire et de pouvoir notamment financer la réalisation d'opérations de maîtrise foncière pérennes, donc de l'acquisition foncière. Le fonds vert permet d'acquérir des terrains pour autant que la personne qui bénéficie de l'aide s'engage à en faire une zone de protection forte, donc avec un objectif de protection sur le long terme et contribuer ainsi à l'objectif national. Alors, c'est un des types de projets qui peuvent bénéficier du fonds vert sous cette mesure. Puis il y a d'autres possibilités, puisqu'on peut aussi, mais toujours sur des zones de protection forte, financer de l'investissement et de l'intervention pour mise en place des documents de gestion. Alors, ça peut être des études préalables aux actions d'investissement ou d'intervention. Ça peut être des actions directes de protection, des opérations de restauration, de valorisation et de requalification du patrimoine naturel, des opérations, y compris sur des opérations sur du patrimoine bâti, mais toujours avec cette contrainte, sous cette sous-mesure, d'être sur une zone de protection forte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut rien faire sur les aires protégées type Natura 2000, type PNR hors zone de protection forte, mais à ce moment-là, il faudra que ça réponde au cahier des charges d'une autre mesure du fonds vert, comme par exemple celle que Gwendal va vous présenter tout à l'heure sur la restauration des écosystèmes terrestres et marins dégradés. Ce que je peux dire aussi, et c'est une différence par rapport à l'année dernière, on ne prend pas en charge la connaissance. Les opérations de connaissance ont clairement été indiquées dans les différents cahiers des charges comme non éligibles cette année sur le fonds vert. Ça va être vrai aussi sur la partie PNA. Voilà, et on ne prend pas, et ça c'est un point important aussi, en charge le fonctionnement. Ce qu'on avait pu faire l'année dernière et qu'on ne peut plus le faire cette année, on est vraiment sur des actions d'investissement. C'est une volonté politique forte du niveau national. Et donc, en cela,
c'est quand même assez différent de ce qu'on avait pu financer l'année dernière. Donc, Gwendal, je te laisse poursuivre pour la… Oui, merci. Donc, toujours sur effectivement cette partie… Non, il faut revenir. Sur cette partie, il y a une mesure 2 qui traite la protection et la restauration des espaces naturels, sachant qu'effectivement, il y a un focus sur les habitats d'intérêt communautaire, sur les espèces terrestres ciblées au niveau européen. Donc, en fait, cette mesure de restauration des écosystèmes terrestres, que ce soit des milieux secs ou humides et marins dégradés, elle s'applique en anticipation de l'adoption du règlement européen restauration. Alors, comme vous le savez, ce règlement européen sur la restauration de la nature a été adopté le 17 mai, et in extremis d'ailleurs, et en fait, il impose à l'ensemble des États membres de la Communauté européenne, d'ici à 2030, qu'au moins 30% des habitats en mauvais état soient restaurés. Donc, dans ces habitats, il y a les rivières, les zones humides, les forêts, les montagnes. Donc, cette mesure 2, elle vise effectivement à relayer au niveau national ce règlement européen restauration. Donc, elle soutient des projets locaux qui visent à la restauration des milieux et l'agence est instructeur. Et donc, moi, Gwendal Baudelis, en tant que chargé d'intervention milieu aquatique et référent biodiversité, j'ai en charge la réception, la prise en charge et l'instruction de ces dossiers de restauration des écosystèmes terrestres et milieux dégradés. Qu'est-ce qu'on peut accompagner dans cet item ? On peut accompagner des actions d'investissement et d'intervention pour des projets présentés notamment par des collectivités territoriales, pour des opérations de restauration, de valorisation et de requalification de patrimoine naturel et paysager. Donc, c'est quand même un champ assez large de restauration de milieux qui ne rentre pas notamment dans la stratégie nationale d'air protégé. Il y a un système un peu de balancier. On peut accompagner des opérations sur le patrimoine naturel. On peut accompagner, ça c'est important, l'ingénierie territoriale pour le montage de projets de restauration. Donc, on peut accompagner l'ingénierie qui va préparer les futurs travaux. Et on peut accompagner des mesures visant à réduire les pressions qui sont la cause de la dégradation de ces milieux. Alors, une petite spécificité, par exemple pour les écosystèmes terrestres type milieu aquatique et humide, là, il est proposé aux porteurs de projets de se rapprocher de l'agence de l'eau pour voir effectivement sur quel dispositif il paraît plus intéressant de déposer la demande. Est-ce que ce sont sur les aides classiques des agences de l'eau, Seine-Normandie et Loire-Bretagne, au titre de la restauration des milieux, ou est-ce que c'est effectivement dans le cadre de cette mesure fonds vert? L'avantage, c'est que donc on est instructeur à la fois des mesures classiques agences de l'eau et donc de ces mesures fonds verts, donc ça permet d'avoir un dialogue et de pouvoir vous conseiller au mieux. Cette mesure permet aussi l'établissement de contrats ORE, obligations réelles environnementales, qui comprendraient des mesures de restauration. Donc on a pour un volet, effectivement, en Normandie, on a ce volet écosystème terrestre. On a aussi, pour des territoires un peu plus, c'est plutôt à viser des territoires ultramarins, l'accompagnement de mouillage écologique qui vise effectivement à préserver des milieux marins. On pourrait peut-être trouver ce type de mesures, enfin, c'est plutôt des mesures de marins dégradés, plutôt des mesures, effectivement, ultramarins. Voilà pour cette mesure de restauration des écosystèmes terrestres et marins dégradés. Alors, on peut peut-être passer à la diapo suivante. Voilà, sur la mesure 3, donc la première sous-mesure concerne les plans nationaux d'action en faveur des espèces menacées. Donc, je vous rappelle, ces plans d'action ont plusieurs objectifs. Il y en a à peu près une 70 à l'échelle nationale qui portent sur une centaine d'espèces. Donc, ça vise à la fois à améliorer les connaissances, à mettre en œuvre des actions de gestion de restauration, sensibiliser les acteurs privés et publics et faciliter également l'intégration de la protection de ces espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. Pardon. Donc, on finance les actions des PNA à l'exception, là encore, de la connaissance. Pardon. Donc voilà, je pense que j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette action. Pardon.
J'enchaîne donc sur l'action suivante, la protection des insectes pollinisateurs. Alors déjà en 2023, cette mesure existait. On a eu très peu de dossiers. Cette mesure, elle vise effectivement, au travers du soutien financier du Fonds vert, à permettre d'augmenter de manière significative le linéaire de dépendance verte pour contribuer au doublement des surfaces de sites favorables aux insectes pollinisateurs. En fait, c'est un dispositif qui vient en complémentarité des crédits du pacte E, en ciblant en priorité des linéaires de dépendance verte hors terre agricole. Donc, ce sont des projets qui visent effectivement à favoriser le maintien des pollinisateurs, dont on connaît l'importance en termes de biodiversité. L'objectif, c'est d'essayer de susciter l'implantation de couverts herbacés ou de linéaires végétaux favorables aux insectes pollinisateurs dans des espaces non agricoles du territoire. Ce sont des projets de renforcement de connexion écologique, de création de zones refuges et de connexion avec d'autres sites. On sait très bien, la recherche nous a montré l'importance notamment des linéaires de haies pour l'ensemble des insectes en termes de corridors écologiques, mais aussi en termes de zones d'abri et de zones de repos au milieu, effectivement, notamment de parcelles urbaines ou agricoles. Donc, cette action, on essaie de susciter l'envie d'agir dans le cadre du Fonds vert. On a peu de demandes et c'est un item de protection des insectes pollinisateurs sur lesquels on pense que ça serait très intéressant d'avoir des projets. Donc, si parmi les auditeurs de ce jour, certains, effectivement, ont la volonté de développer des projets en faveur des insectes pollinisateurs, qui n'hésitent pas à nous solliciter, à déposer des dossiers au travers du Fonds vert, on serait très intéressé de recevoir des demandes d'aide sur cet item. Donc, voilà pour la protection des insectes pollinisateurs. On peut peut-être passer, Karine, à la diapositive suivante, si tu veux. On répondra aux questions en fin de webinaire. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Mais... Ensuite, on a effectivement la mesure relative au rétablissement des continuités écologiques. Donc, l'objectif, c'est résorber la totalité des points noirs identifiés en Normandie d'ici à 2030. Que ça soit effectivement dans les SRADET, dans les SRCE, dans les trames vertes et noires. Donc, les SRADET, ce sont les schémas, c'est le schéma régional d'aménagement et de développement durable et d'égalité des territoires qui a été édicté en région Normandie le 2 juillet 2020. Les SRCE, ce sont les schémas régionaux de continuité écologique. Donc, l'objectif de cette mesure, c'est de favoriser le rétablissement des continuités écologiques, notamment le rétablissement des trames vertes et bleues, pour maintenir un réseau d'échange pour les espèces animales et végétales, pour qu'elles puissent circuler, s'alimenter, se reproduire, se reposer et établir l'ensemble de leur cycle de vie. Donc, les trames vertes et bleues sont indispensables au maintien de la biodiversité pour permettre à des réservoirs de biodiversité de pouvoir réensemencer des secteurs notamment dégradés et permettre à la biodiversité de circuler. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir effectivement accompagner classiquement sur ce type de mesures? Alors, pour ce qui est effectivement de la trame verte, on va pouvoir accompagner des passages à faune sur les infrastructures linéaires de transport. On va pouvoir effectivement restaurer du milieu naturel dans des zones agricoles ou forestières dégradées. On a pour la trame bleue la capacité éventuellement d'accompagner des projets avec la même réserve que celle précédemment émise, c'est que lorsqu'on a un projet effectivement trame bleue, il est intéressant de se poser la question de l'éligibilité du projet par rapport aux aides classiques agences de l'eau et de choisir ensemble entre le porteur de projet, l'Adréal et l'agence de l'eau qui mène ce projet stratégie nationale biodiversité sur l'opportunité de le déposer plutôt au titre du Fonds vert ou plutôt au titre des aides classiques de l'agence de l'eau. On peut aussi avoir des opérations qui portent sur les trames noires, avec notamment les réductions de pollution lumineuse. Donc, l'objectif, c'est vraiment de permettre de rétablir en Normandie des trames fonctionnelles, que ce soit des trames vertes, des trames bleues, des trames noires, qui permettent effectivement de jouer le rôle de corridor écologique et de permettre aux différentes espèces animales et végétales de pouvoir circuler sans encombre au sein des différents réservoirs écologiques et de pouvoir ne plus effectivement pâtir des ruptures de continuité.
Donc voilà pour cette mesure. La mesure suivante, c'est une mesure un petit peu classique. On sait très bien que dans des milieux qui souffrent, dans des milieux dégradés, l'introduction d'espèces exotiques envahissantes peut être des fois le coup de grâce. Ces espèces qui ont été importées par l'homme posent des gros soucis dans les milieux. Soit, effectivement, ce sont des espèces qui généralement sont exogènes, ont été introduites par l'homme et ne présentent pas effectivement de prédateurs et donc peuvent se multiplier de manière un peu effrénée dans nos écosystèmes. Le souci étant que certaines espèces peuvent être porteurs sains de maladies comme certains types d'écrevisses exotiques ou peuvent rentrer en compétition avec certaines espèces type ragondin, rat musqué avec le campagnol amphibie, ou que certaines espèces peuvent éventuellement s'hybrider avec des espèces locales. Donc ce sont des espèces qui présentent effectivement des dégâts sur la biodiversité, mais aussi sur l'économie et éventuellement sur la santé, comme la berce du Caucase, qui est dangereuse pour les humains, ou éventuellement les ragondins rats musqués qui peuvent poser des problèmes de leptospirose. Donc l'objectif, c'est dans le cadre du fonds vert de permettre de réduire l'impact de ces espèces exotiques envahissantes, notamment en mettant en place des moyens mécaniques pour certaines espèces végétales, type effectivement renouée du Japon, par fauchage, arrachage, herçage, des actions biologiques en introduisant des espèces concurrentes, des actions manuelles, des actions de tir, ça a été le cas notamment un temps sur les ragondins rats musqués, des captures par piégeage sur les écrevisses, de la lutte biologique, mais en fait tout projet qui va permettre de mieux connaître la présence d'espèces exotiques envahissantes et de pouvoir lutter sur ces espèces exotiques envahissantes. Je pense par exemple, il peut y avoir des campagnes d'ADN environnemental pour effectivement déterminer la présence d'espèces envahissantes dans des milieux terrestres ou aquatiques, en vue derrière de pouvoir agir en faveur de ces espèces. Donc, la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, c'est effectivement une opération qui paraît importante que le Fonds vert accompagne, pour lequel on a déjà des dossiers et pour lesquels on souhaiterait avoir des dossiers assez qualitatifs, c'est-à-dire sur des demandes de dossiers où on nous dit bien la zone géographique sur laquelle on agit, le type d'espèce, l'état d'invasion du milieu, et d'avoir une opération qui soit vraiment aboutie et pas uniquement une opération ponctuelle qui ne donnerait pas les résultats escomptés sur la durée. Donc, voilà pour cet item, réduire les pressions de la biodiversité sur notre territoire, sur la partie lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Eh ben, merci, Gwendal. Je me permets juste de dire qu'on a pris un peu de retard. Donc, je crois que c'est toi aussi qui présente cette dernière diapositive. Je vais essayer. Non, c'est Olga. Avec le peu d'OLG. Tu veux, Olga, que je la présente ou... Je vais essayer. Et puis, je te redonne la parole si j'arrive pas à terminer parce que, voilà, j'ai la gorge très irritée. Et je m'en excuse au préalable auprès de tout le monde. Donc, la dernière diapo, c'est une diapo pour vous présenter un petit peu le processus d'instruction et de validation des dossiers, puisque comme l'année dernière, les dossiers doivent être déposés sur aide territoire. La procédure est entièrement dématérialisée. Et une fois que vous avez déposé votre dossier, il est important que vous compreniez aussi de quelle manière ça se passe. Donc, on est un certain nombre de services instructeurs, comme vous avez pu le voir. Et donc, la première chose, dès que vous avez déposé un dossier, il y a une petite réunion qui se fait entre nous, entre services instructeurs, pour vérifier le bon service instructeur du dossier. Puisque quelquefois, c'est pas toujours déposé sous la bonne sous-mesure. Donc, ça nous permet déjà de faire un petit visionnage du dossier présenté avec l'agence de l'eau, avec l'OFB. Et puis, on regarde quelle sous-mesure est bien à solliciter. On peut être amené à revenir vers vous. Et quel est l'instructeur en charge du dossier. Une fois qu'on a fait ce travail-là, il y a un travail donc d'instruction pour vérifier la complétude du dossier. On peut être amené à revenir vers vous pour apporter des compléments, pour éventuellement rediscuter du périmètre du dossier, de son contenu. Et puis, une fois que le dossier est prêt, eh bien, on le passe devant ce qu'on appelle le comité technique partenarial SNB. Dans notre langage à nous, ça s'appelle plutôt le COTEC. Ce COTEC se réunit à peu près, se réunit une fois par mois et toujours à peu près à la même période, vers le 15 du mois,
on présente, chaque service instructeur présente les dossiers qu'il a été amené à instruire et sur lesquels il a aussi sollicité les avis d'un certain nombre de personnes, et notamment les préfets de département et les DDTM. Donc, une fois que le dossier a été validé en COTEC, il va, d'une manière générale, à une exception près, passer en ce qu'on appelle en coprog, en comité régional de sélection et programmation du Fonds vert. Donc, c'est là qu'on examine l'intégralité des dossiers, notamment de nature régionale, et puis on a un petit retour aussi sur les dossiers départementaux de la part des préfectures de département. Et en fonction de la sous-mesure sous laquelle le dossier est présenté, ça peut s'arrêter là avant de passer aux aspects contractuels à l'établissement de la convention avec le porteur du projet, à l'exception donc des dossiers agences de l'eau qui vont, eux, poursuivre leur chemin, s'ils ont été validés en coprog, pour être validés en interne agence de l'eau. Alors, pour les dossiers OFB, c'est un tout petit peu différent, puisque en fait, la mesure ABC est une mesure qui est financée au niveau national, et donc ça passe par le COTEC, mais ça ne passe pas par le coprog, et ça remonte, ces dossiers-là remontent ensuite directement à l'OFB au niveau national. Ils vont se retrouver dans le grand panier de l'ensemble des projets à l'échelle nationale, et vont être examinés dans ce contexte-là. Voilà ce que je peux dire. Et une fois que c'est passé en coprog pour les dossiers État, on établit une convention. Et puis, une fois que les conventions sont signées, voilà, le projet est financé via le Fonds vert. Alors, j'imagine que vous avez tout un tas de questions. Et donc, c'est maintenant votre tour. Il y en a certaines qui sont déjà posées dans le chat. Je ne sais pas comment tu veux. En fait, on va relayer les questions par écrit. De préférence, posez-les plutôt par écrit. Et si jamais la réponse n'est pas claire, à ce moment-là, vous levez la main pour une précision. Mais comme il y a pas mal de questions, on va essayer d'aller assez vite. Alors, je me permets du coup de relayer une première question. Donc de Catherine Chauffret, est-ce que la mesure 2.1 concerne également les réserves nationales naturelles? Donc je pense que c'est plutôt pour Olga, c'est sur la mesure mettre en place la stratégie nationale pour les aires protégées. Oui, les réserves naturelles nationales font bien partie des porteurs de projets éligibles. Ensuite, il faut savoir quel est le projet, quel est son objectif. Mais oui, la mesure 2.1 concerne bien les réserves naturelles nationales. Sophie, est-ce que tu avais repéré des questions de fonctionnement général? Oui, alors les premières questions un petit peu générales, c'était de créer un spectacle. On entend assez souvent que les fonds verts sont très sollicités et que les dossiers sont reportés d'une année sur l'autre au besoin. Peut-on avoir un point sur les fonds encore disponibles sur 2024? Alors, si on vous fait un webinaire aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas dépensé tout notre argent. Ça, c'est déjà une première chose, et que donc on est là aussi pour solliciter voilà, de nouveaux projets. D'une manière générale, donc on avait eu un premier montant qui était autour de 7 millions d'euros pour l'ensemble de la région Normandie sur le périmètre de la mesure 2 et de la mesure 3. Hein. Comme je vous le disais, la mesure 1 relève du niveau national de l'OFB, donc ces crédits qui financent la mesure 1 n'ont pas été délégués au niveau régional. Donc moi, je vous parle de la mesure 2 et de la mesure 3. La mesure 2 et 3, donc au départ, nous partions avec 7 millions d'euros à peu près. Et puis, il y a eu un gel d'une partie des crédits sur le fonds vert de manière générale, y compris sur les mesures 2 et 3, sur le fonds vert, POP 113. Et donc, aujourd'hui, le montant total
dont nous disposons, c'est 6 millions d'euros pour la Normandie. Là-dessus, on a déjà évidemment reçu un certain nombre de projets. Aujourd'hui, quand je regarde les projets qui ont été déjà validés, voire déposés, pas encore instruits, on est autour d'un taux de consommation équivalent à 4,5 millions d'euros. Donc, aujourd'hui, à cette date, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à déposer des projets sur 2024. On a encore de l'argent et on est plutôt en manque de projets. Gwendal? Oui, une petite précision. L'an dernier, en 2023, on avait eu une enveloppe sur la SNB. Cette enveloppe n'était pas, effectivement, on l'avait consommée et on avait reçu plus de dossiers que d'enveloppes disponibles. Donc, on avait continué à instruire des dossiers. On avait réussi à avoir une rallonge pour la Normandie sur la ligne SNB par transfert de fonds qui étaient moins utilisés ailleurs. Donc, on avait réussi à dépasser, effectivement, l'enveloppe initiale en 2023. En 2024, on a effectivement le souhait de mobiliser un certain nombre de demandeurs, avec la particularité qu'on peut être aussi, nous, financeurs par ailleurs. Et comme je disais, si certains projets peuvent être éligibles fonds verts ou être classiques d'autres financeurs, on se fait fort aussi de conseiller les maîtres d'ouvrage pour qu'ils puissent obtenir un financement attractif sur leur projet. Donc, le mot d'ordre, c'est n'hésitez pas à déposer sous démarche simplifiée vos projets. On reprendra contact avec vous et on discutera avec vous pour voir effectivement quelle suite va être donnée à votre demande. Est-ce qu'on continue avec les questions un peu d'ordre fonctionnement général? Oui, il y en avait encore une. Oui. Sur les... Vas-y, Sophie. Voilà, quelles sont les modalités de financement? Quand la subvention est-elle versée? Après la fin du projet ou sur justificatif? Ou un acompte est-il versé à la notification? Gwendal, tu veux Oui. répondre? J'attendais de voir si. Donc, pour ce qui est des dossiers sur le fonds vert sur lesquels l'agence est instructeur, en fait, on a le dispositif qu'a présenté Olga. Donc, nous, on prend en charge le dossier sous démarche simplifiée. On s'assure avec le maître d'ouvrage que le dossier est bien complet administrativement et techniquement. Une fois qu'il est complet, on demande l'avis des autres structures associées au fonds vert et on le présente en comité technique. Le comité technique émet un avis sur le dossier et ensuite il est présenté en comité de programmation pour une validation. Le dossier peut être validé, refusé ou reporté pour complément. À partir du moment où il est validé, le dossier est pris en charge par l'agence de l'eau et instruit sur les aides classiques agences de l'eau. Et pour les maîtres d'ouvrage qui ont l'habitude, donc ça veut dire qu'une fois que le dossier a été présenté dans nos instances et validé, le maître d'ouvrage reçoit une convention d'aide financière qui indique effectivement la validation officielle, la contractualisation de l'octroi d'une aide. À ce moment-là, il peut y avoir un dispositif classique de versement d'acompte sur effectivement le retour de cette convention signée et éventuellement des preuves d'engagement et de versement d'acompte successifs jusqu'à la clôture qui se fait sur la transmission de l'ensemble des pièces techniques et financières. Sur les montants des acomptes, ça dépend du montant de l'aide et c'est un petit peu compliqué, mais pour ceux qui ont l'habitude de déposer des aides au niveau de l'agence de l'eau, voilà, on est sur le système d'envoi de convention, de réception, de transmission de pièces d'engagement, de versement d'acompte, puis d'un solde à la fin du projet. Je dirais le fonctionnement classique des aides auprès de notre établissement. Le dispositif est très similaire côté État, hein, on est dans la même logique. Et puis, je répète, hein, l'exécution du projet ne peut commencer avant que le dossier ne soit déposé. Il faut vraiment respecter l'ordre classique de dépôt. En revanche, on n'avait pas besoin qu'il soit validé pour commencer l'exécution du projet. Oui, Gwendal. Gwendal, tu as levé la main? Oui, excusez-moi, j'avais des problèmes de son. Un élément important qu'on avait indiqué l'an dernier au webinaire qui est toujours valable, vous avez tout intérêt à déposer sous DS le projet dès qu'il est mûr. Mûr, c'est-à-dire que dès que vous avez un projet techniquement un peu ficelé avec des montants de travaux quand même assez affinés, nous, effectivement, à partir du moment où il est sous démarche simplifiée, vous avez une capacité de dérogation de fait. Ça ne veut pas dire que vous serez aidé, mais ça veut dire que si vous avez engagé après la date du dépôt, si le dossier est financé, ces montants-là seront pris en compte.
Moi, j'insiste quand même sur le côté dossier mûr, parce qu'on avait dit qu'il y avait une instruction au fil de l'eau. En fait, l'instruction au fil de l'eau s'entend sur les dossiers qui sont présentés en COTEC puis en coprog. On a eu l'an dernier des dossiers très incomplets qui nous ont été déposés sous DS, pour lesquels on a dû travailler beaucoup et prendre beaucoup de temps pour que les dossiers soient complets et puissent être présentés en COTEC. Alors que certains dossiers qui étaient déposés très rapidement complets, eux, passaient rapidement en COTEC. Donc, c'est pas la date de dépôt réellement qui compte, c'est vraiment appliquez-vous à avoir un dossier le plus complet possible pour pouvoir faire en sorte que ce dossier soit pris en charge immédiatement et que sous un délai rapide, 15 jours, un mois, ce dossier soit présenté en comité technique. Ça, c'est un élément important parce que souvent, certains maîtres d'ouvrage se plaignaient un peu que leur dossier n'était pas présenté en COTEC, mais c'est des dossiers qui étaient totalement incomplets, voire même juste des documents d'intention et pas un réel dossier de demande d'aide. Merci Gwendal. Juste une petite question très rapide. Jusqu'à quand est-il possible de déposer des projets en 2024? J'ai la réponse sinon, mais je vois que vous avez coupé votre micro. Laissez-le allumé peut-être pour les questions. En règle générale, il faut mieux que ce soit déposé avant septembre, début octobre, pour qu'on puisse avoir le temps d'instruire. Après, il y a forte chance pour que ça soit reporté sur l'année suivante. Voilà. J'espère que tu voulais faire la même réponse, Karine. J'étais peut-être un tout petit peu plus large, mais… Pourquoi je dis ça aussi il faut quand même avoir bien en tête que nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir engager tous nos crédits, ceux qu'on nous a affectés, les 6 millions d'euros, le plus rapidement possible. On n'est jamais à l'abri, surtout dans cette période d'incertitude, de gel supplémentaire. Donc, n'attendez pas le dernier moment. Évidemment, comme le disait Gwendal, il faut que les projets soient mûrs, parce qu'après, c'est un tas d'allers-retours entre les services instructeurs et les porteurs de projets qui font perdre du temps à tout le monde. Donc, ce n'est pas non plus ça que je suis en train de vous dire. Néanmoins, si vous avez des choses relativement mûres, n'attendez pas la fin de l'année pour les déposer. Nous, il faut qu'on puisse être en mesure d'engager en septembre, octobre. Après, on connaît quand même sur les derniers dossiers à passer de l'année, ça commence à faire tard et là, le risque est réel de se voir rebasculer sur l'année suivante. Et comme je le disais, dans ce monde d'incertitude, je ne sais pas ce que sera l'année prochaine. Deux petites questions qui concernent les ENS. Donc, est-ce que les ENS font partie des ZPF et les actions sur les ENS peuvent-ils être éligibles au fonds vert? Mesure 2.1, 2.2 ou les deux? La date limite de dépôt, on y a déjà répondu. Donc, ça porte surtout sur le statut des ENS. Alors, les ENS. Aujourd'hui, les ENS font bien partie de la liste des espaces, des sites qui peuvent être proposés en zone de protection forte, à la demande de leurs propriétaires ou de leurs gestionnaires. Vous pouvez déposer un dossier sur la partie SNAP. En revanche, on vous demandera un engagement, au CD de proposer ensuite ce nouveau territoire acquis avec le fonds vert comme une zone de protection forte lorsque le dispositif de reconnaissance au cas par cas sera opérationnel. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Après, un ENS peut bénéficier d'autres sous-mesures, notamment en matière de restauration. Mais si il est question de bénéficier de la mesure 2.1, sous mesure 2.1, voilà la réponse qui est la mienne. Oui, alors excusez-moi, j'ai perdu mon écran. Sophie, est-ce que tu peux prendre juste proposer une question? J'ai perdu mon affichage. Non, alors je continue. Une question de la part de la Métropole Grand Normandie. Est-il possible d'utiliser du fonds vert sur un site Natura 2000
pour des travaux qui, a priori, ne seraient pas éligibles au contrat Natura 2000. Exemple du Marais du Tré. Je n'ai pas plus d'informations. Je ne sais pas trop de quel type de travaux il s'agit. Je ne sais pas si c'est suffisant pour vous pour pouvoir apporter des informations. Olga, Gwendal, non? On essaiera de répondre plus tard. Non, mais ce qu'on peut dire, enfin, moi, je vais déjà faire un peu une analogie, déjà pour la métropole Rouen-Normandie, au niveau des aides classiques de l'agence de l'eau, on n'accompagne pas les opérations qui sont inscrites dans les contrats Natura 2000, mais on peut accompagner des opérations sur des sites Natura 2000 à partir du moment où les actions ne sont pas inscrites dans les contrats. Donc là, pour le fonds vert, il faut qu'on voit avec la métropole sur les marais du Tré quelles sont les actions, parce qu'il faut qu'on regarde aussi l'éligibilité de l'action au travers du fonds vert, mais ça paraît intéressant d'avoir un contact sur ce type de sites qui sont Natura 2000 sur des opérations qui ne seraient pas inscrites dans le contrat Natura 2000. Je ne sais pas si Olga, tu as la même interprétation que moi. Oui, complètement. Le site Natura 2000 ne pourra pas bénéficier de la sous-mesure de 1, ça c'est clair. En revanche, il y a d'autres sous-mesures fonds verts qui peuvent être, auxquelles ils peuvent être faits également appel. Après, il faut que ça se regarde au cas par cas. Là, c'est trop général pour apporter une réponse plus précise que celle qu'on vient d'apporter. Alors, oui. Karine, ce qu'on peut dire, c'est que dans le doute, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Lorsqu'un opérateur se pose la question de l'éligibilité, il peut aussi contacter des personnes ressources et par échange de mails, nous, on peut avoir effectivement un premier aller-retour qui amènera peut-être à un dépôt sous DS fonds vert d'une demande. Mais ça, c'est des choses qu'on peut faire classiquement. On a aussi un rôle de conseil des maîtres d'ouvrage. Oui, c'est effectivement ce que je souhaitais dire aussi. Et l'ensemble des contacts, que ce soit pour Olga Lefebvre, Gwendal Bodilis, l'OFB et moi, je suis aussi à votre disposition pour répondre aux questions. Seront transmises sur le site de la NBDD. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors, on passe à la mesure 3 sur les insectes pollinisateurs. Notamment, y a-t-il une raison particulière à se focaliser sur les espaces non agricoles pour les pollinisateurs, sachant que les pollinisateurs ont une grande utilité pour l'agriculture? Alors, c'est vrai que cette question est un peu étonnante. Je crois que dans le fonds vert cible effectivement des espaces non agricoles parce que les espaces agricoles bénéficient peut-être d'autres mesures et que les espaces non agricoles ne bénéficiant pas de financement, il a été jugé intéressant, en cas du fonds vert, de pouvoir permettre à des espaces non agricoles de mettre en place des actions de protection des pollinisateurs. J'ai pas plus de réponses que ça à ce stade, mais voilà, je pense que on a ciblé un type de public sur les pollinisateurs parce que le secteur agricole est déjà sûrement pourvu en dispositif, notamment sur les... Oui, c'est complètement ça. Hein. Il va y avoir déjà aussi le pacte haies sur la partie haies qui finance grandement et avec des moyens importants les haies sur le agricole. Donc, l'idée, c'était pas d'avoir deux fois des sources de financement sur cette thématique, hein, parce qu'il y a quand même un enjeu d'articulation. Vous le verrez dans les cahiers d'accompagnement, pour ceux qui iront jusqu'à lire les cahiers d'accompagnement, y compris d'ailleurs avec les agences de l'eau, hein, où il est répété un certain nombre de fois que si les projets peuvent d'abord bénéficier des fonds agences de l'eau, il faut déjà aller voir l'agence de l'eau avant de demander du fonds vert. Donc, il y a vraiment un souci d'articulation entre les différents financeurs. Et donc, c'est la raison pour laquelle voilà, il a, dans le cadre du fonds vert et sur les pollinisateurs, l'objectif était plutôt les espaces non agricoles. J'aurais une petite question complémentaire, du coup je triche. Est-ce que les actions du PNA pollinisateur du niveau national peuvent être éligibles, même s'il n'y a pas de déclinaison encore en région Normandie? Alors, c'est une bonne question. Oui. Ça se regarde. Enfin, il faut vraiment regarder. Parce qu'il y a effectivement des actions pour le monde agricole dans le PNA pollinisateur. Alors,
On continue. Une question à laquelle je réponds rapidement. Les plantes sont-elles concernées par la mesure lutte contre les espèces exotiques envahissantes? Donc oui, bien sûr, à partir du moment où elles ont le statut d'espèces exotiques envahissantes. Une question sur le ragondin en ce qui concerne les espèces exotiques envahissantes. L'échelle d'une interco n'est peut-être même pas suffisante car c'est une espèce qui se déplace largement. Une échelle plus large serait peut-être préférable si nous souhaitons intervenir sur cette espèce qui dégrade largement nos mares. Gwendal, je ne sais pas si tu... Ouais, non, mais je m'aperçois que j'aurais dû, mais le temps nous était compté, j'aurais dû être un peu plus précis. En fait, on ne veut pas forcément, effectivement, supprimer certaines espèces invasives exotiques. Le ragondin est quasiment acclimaté, on le trouve sur la quasi-totalité des milieux aquatiques et humides de Normandie, et j'ai envie de vous dire, la bataille, elle est perdue pour le ragondin. Donc l'objectif, c'est pas d'éradiquer le ragondin. L'objectif, c'est d'atténuer l'impact des espèces exotiques sur les milieux. Donc, on peut mettre en place des opérations sur des espaces limités à partir du moment où on va nous démontrer que l'espèce exotique invasive a un impact sur ce milieu et qu'il est important d'agir. Par contre, j'ai le cas, par exemple, d'écrevisses exotiques sur l'agglomération Seineur, qu'on a aidé classiquement au niveau des agences de l'eau. Il y avait une mare avec énormément d'espèces d'amphibiens. Les écrevisses sont arrivées, elles ont rendu l'eau turbide, elles ont fait effectivement des terriers, elles ont prédaté les larves. En bout de quelques années, il n'y a plus un amphibien. Donc là, on avait engagé une opération de mise à sec de la mare, de cholage de la mare, de piégeage des écrevisses invasives, d'ADN environnemental sur les mares alentours pour voir si les autres mares étaient infestées, et ensuite de remise en eau avec le retour des amphibiens. Ce type d'opération, lorsqu'une espèce exotique invasive a un impact fort sur un écosystème, sur un milieu, effectivement, un écosystème dégradé, là, on peut mettre une opération coup de poing. Après, sans rentrer dans les détails, certaines espèces exotiques envahissantes sont en phase dynamique d'installation. Ça a été le cas de la crassule de M qui a été aidée dans le cas du fond vert, où là, on essaie de la supprimer pour éviter qu'elle ne se propage. Certaines espèces, elles, sont largement propagées. Et là, il faudra regarder effectivement quel est l'objectif de l'action de lutte par rapport au milieu présent. Les espèces largement propagées, c'est le ragondin, la musquée, la renouille du Japon, la jussie. Donc il ne s'agit pas d'éradiquer les ragondins. Il s'agit de mettre en place, dans le cadre des fonds verts, des opérations de lutte contre les espèces invasives qui sont très préjudiciables à des milieux déjà dégradés. J'espère que c'est plus clair comme ça. Oui, merci Gwendal. Alors, je vais essayer de faire vite pour les questions. Le fonds vert peut-il être considéré par l'aménagement de parcelles communales avec réalisation de sentiers, mise en place d'une noue, plantation d'arbres vergers et essences, talus, espaces naturels conservés avec plantes et fleurs, etc. N'hésitez pas à revenir vers nous, mais je me demande si ce ne serait pas plutôt les actions renaturation du fonds vert qui répondraient peut-être le mieux à vos besoins sur ce type de projet. Il y a une mesure renaturation des villes et villages qui est instruite par l'agence de l'eau, qui vise à aider des collectivités à désimperméabiliser, à remettre de la nature en ville, à aménager effectivement notamment du végétal dans les centres urbains, périurbains. Et comme ça, là, j'ai l'impression effectivement, comme toi Karine, que ça rentrerait plutôt dans cette mesure. Et donc, on n'a pas parlé de cette mesure-là. Par contre, sur le site de la NBDD, vous avez des liens vers les webinaires qui ont pu être faits au niveau national sur cette action. En ce qui concerne la question de créer un spectacle, avec le fonds vert biodiversité, peut-on financer l'achat d'un terrain, d'un lieu dédié au projet? Donc, j'imagine que c'est un projet biodiversité. Olga, je pense que tu as déjà répondu tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est la peine de compléter. Les acquisitions de terrain peuvent être financées, mais enfin, je ne sais pas ce qu'est le projet derrière. Donc, oui. Voilà, on finance de l'acquisition de terrain avec le fonds vert. On a deux exemples. Hein. Un exemple avec le PNA Chiroptère, puisque on finance l'acquisition de terrain où on a des chiroptères parce que la mesure était prévue dans le PNA Chiroptère. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Et puis on finance, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'acquisition de terrain en vue de
excusez-moi, de l'extension, de la création de zones de protection forte. Voilà, ça peut se faire. Mais là, un lieu dédié au projet, je ne sais pas bien ce que ça veut dire. Oui, tout dépend du projet, en fait. Dépend du projet. J'ai 2 petites questions qui concernent des zones humides. Je vérifie si je peux les regrouper. Non, pas forcément. Donc, sur la mesure 2.2, peut-on soumettre un projet qui ne concerne pas directement un habitat terrestre d'intérêt communautaire? Exemple, des pollutions d'une zone du marais de Chiche-Beauville, mais qui se trouve sur un site Natura 2000. Peut-être plutôt pour Gwendal. Ouais, alors j'ai juste des problèmes de réseau. Est-ce que tu peux redire la question, s'il te plaît? Oui, excuse-moi. Peut-on soumettre un projet, donc sur la mesure 2.2, qui ne concerne pas directement un habitat terrestre d'intérêt communautaire, exemple dépollution d'une zone du marais de Chiche-Beauville, dans le Calvados, mais qui se trouve sur un site Natura 2000? La question est un petit peu compliquée parce que là, j'entends Natura 2000, on a répondu un peu, j'entends dépollution, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Et sur le principe, on peut, dans le cadre de la mesure 2.2, solliciter des aides sur les types de milieux terrestres, hein, que ce soit des milieux secs et des milieux humides, et sur des habitats marins dégradés. Après, sur la partie dépollution, là, je dois dire que j'attends de voir le contact avec le maître d'ouvrage éventuel pour pouvoir répondre là-dessus. Mais en tout cas, sur le principe, oui, ce type de milieu est potentiellement éligible à des actions de restauration. Encore faut-il voir de quelle nature est le projet. Merci. Et la deuxième question, donc c'est plutôt sur la mesure 2.1. Une étude sur le fonctionnement hydrologique d'une zone humide entrerait-elle dans la catégorie action de connaissance et ne pourrait donc être financée via le fonds vert, y compris si cette étude vise à définir et accompagner la mise en œuvre de travaux, exemple création d'un bassin de décantation. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette question. Alors le premier réflexe, hein, quand je lis la question, c'est on n'a pas vocation à venir se substituer au financement agence de l'eau. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est aller voir Gwendal pour voir de quelle manière l'étude hydraulique peut être prise en charge côté agence de l'eau. Et voilà. Ouais, c'est exactement ça. On a dit que lorsque les mesures matchaient à la fois les aides fonds verts, SNB et agence de l'eau, il fallait prendre attache auprès de l'agence de l'eau. En l'occurrence, des études sur le fonctionnement hydrologique d'une zone humide dans le cadre effectivement d'un programme opérationnel derrière, c'est éligible aux aides agences de l'eau et ça serait plutôt fléché tel que. Après, je vous cache pas que la notion de bassin de décantation m'inquiète un tout petit peu, mais à nouveau, à voir avec le maître d'ouvrage ce qu'il entend là-dessus. Mais la réponse est oui, on peut aider, nous, aux aides classiques agences de l'eau, une étude sur le fonctionnement hydrologique d'une zone humide, à partir du moment où il y a une finalité opérationnelle, et ça sort du champ des aides de fonds verts. Petite question qui, je pense, doit être rapide. La restauration de pelouse calcicole est-elle éligible au fonds vert? J'aurais tendance à dire. On a répondu ça. Pardon? On a répondu oui en disant dans milieu. Le chat. Donc ENS on a fait. Est-ce que, donc là on a un peu déjà répondu à la question, est-ce que le fonds vert, est-ce que ce fonds peut aider une intercommunalité à l'acquisition d'un terrain naturel forestier sous réserve qu'elle le mette sous périmètre de protection? Donc j'ajouterai si c'est sous périmètre de protection forte, oui. Je ne sais pas si tu as besoin de compléter, Olga. Non, une zone de… Alors, sur ce sujet-là, hein, c'est pas moi qu'il faut contacter directement. Il faut, s'il y a des questions à l'Adréal Normandie, il faut s'adresser à Denis Ringette, hein, qui est le chef du bureau de la biodiversité et des espaces naturels. Toutes nos adresses sont de la même manière. Hein, c'est prénom.nom@développement-durable.gouv.fr. Donc, voilà, faut pas hésiter à nous questionner là encore pour qu'on puisse regarder ça avec vous, mais de la même manière, l'acquisition de terrain en vue de zones de protection forte est possible, hein, dans le cadre du fonds vert.
Après, une petite question par rapport au statut de Chausée, je pense, qui déborde un petit peu le cadre du fonds vert. Oui, c'est pas l'objet, enfin, j'ai bien vu la question. Oui, d'accord. On n'est pas, c'est pas l'objet de la réunion. Donc, voilà. Dans un autre cadre, peut-être, on pourra apporter des réponses. Alors, est-ce qu'une opération de maintien d'une colonie d'hirondelles lors d'une réhabilitation thermique pourrait être concernée par un financement fonds vert? J'aurais tendance à dire que ça doit être possible sur une autre mesure que l'accompagnement de la SNAP dans le cadre du fonds vert. Parce qu'on va être sur plutôt de la renaturation, voire de l'accompagnement sur l'architecture et les mesures thermiques. Donc, ce serait plutôt à voir sur une autre mesure, je pense. Gwendal et Olga, je ne sais pas si vous souhaitez que je répète la question. Voilà ce que ça m'évoque. S'il y a réhabilitation thermique alors qu'il y a présence d'espèces protégées, on va être dans le cas d'une demande de dérogue espèces protégées, et là, on va être sur des mesures compensatoires. Alors, sur des mesures compensatoires, on ne finance pas les mesures compensatoires. Mais après, ça, c'est la réponse générale. Après, je connais pas bien le sujet. Il y a peut-être pas de dérogue de délivrer parce que voilà, c'est une toute petite colonie d'hirondelles, parce qu'on a aussi quelques éléments là-dessus. Mais voilà, si ça fait l'objet d'une dérogue espèce protégée ou pas, la réponse va être différente. Oui, effectivement, ça vaut le coup de se rapprocher de l'Adréal. Gwendal, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que d'une manière générale, pour tous les maîtres d'ouvrage qui sont présents au webinaire, il y a tout intérêt à se rapprocher vers nous, parce que souvent, vous avez des dossiers qui sont un peu atypiques, et sur les dossiers atypiques, ça nous amène, nous, à réfléchir et essayer de trouver des solutions de financement lorsque c'est éligible, lorsque ça rentre pas dans le cadre des mesures réglementaires, des mesures compensatoires. Et je vous prends l'exemple de l'an dernier, d'une action qui avait été déposée au fonds vert, qui n'apparaissait pas comme directement éligible dans les cahiers d'accompagnement national, qu'on a fait effectivement remonter au niveau national et qu'on a rendu éligible parce qu'elle avait du sens et on trouvait que c'était nous, on était au niveau région Normandie, on trouvait que c'était tout à fait légitime d'aider ce type de mesures. Donc, ne vous réfrénez pas ou ne vous censurez pas directement sur vos projets. Prenez attache auprès des instructeurs ou auprès de Karine. Expliquez-nous vos projets, et on a aussi, comme je disais, ce rôle d'appui, de conseil, soit vers nos dispositifs de financement fonds vert ou aide classique agence pour ce qui nous concerne, soit vers les dispositifs des autres partenaires biodiversité. Donc, des fois, on n'a pas la réponse immédiatement, mais en réfléchissant, en croisant entre nous, on peut trouver une voie de financement. Merci Gwendal. Je vois une petite question là. Y aura-t-il d'autres webinaires à propos des autres aides, régions, départements, pacte aide classique, etc. Alors, sachant que ça nous est arrivé d'en faire sur le FEDER, sur les lives, etc. Donc, n'hésitez pas en fait à me demander quel type de webinaire et quel type d'aide vous souhaiteriez éventuellement qu'il fasse l'objet d'un webinaire. Et du coup, je vous répondrai, et potentiellement, on peut essayer de monter d'autres webinaires sur d'autres modalités de financement. Je voulais aussi ajouter que par rapport à l'action sur la mesure sur les pollinisateurs, on est en train d'essayer de monter un webinaire pour la fin octobre, en fait. Alors, ça sera un peu tard pour la programmation de cette année, mais ça sera potentiellement utile pour l'année prochaine, sachant que si tout va bien, le fonds vert normalement est maintenu. En tout cas, actuellement, c'est les informations. Donc voilà. Je vous renverrai un message pour les personnes intéressées. Je pense avoir fait le tour des questions, mais surtout, n'hésitez pas si j'en ai zappé. On arrive au terme, sinon, de ce webinaire. Si jamais j'ai oublié des questions, faites-nous le savoir en levant la main, peut-être. Je fais appel à Sophie aussi. Sophie, est-ce que j'aurais raté des questions? Oui, je suis en train de vérifier.
Bah écoutez, si on a réussi à peu près à répondre à vos interrogations, je vous souhaite à tous de bons montages de projets, de bonnes réflexions. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. Donc, je vois qu'il y a une sollicitation pour le mail de Gwendal. Vous retrouverez de toute façon toutes les informations sur les contacts dans le PowerPoint. Mais je vous la mets rapidement. Non, ça y est, il y a quelqu'un qui a été plus rapide que moi. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut se dire au revoir. On attend vos dossiers, donc. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup à tous. Merci à l'équipe. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.